Alors, nous sommes le 2 décembre, jour d'Austerlitz, et nous recevons Monsieur Michel. Il faut que je dise pourquoi vous êtes là un petit peu. Vous vous appelez Thomas Michel et vous êtes maire de Saint-Pompon. Tout le monde connaît Saint-Pompon parce que ça fait partie des noms de villages bizarres, tout ça. Il y a 379 inscrits qui votent. Oui. Et vous en avez obtenu vous-même 278 en 2014. Et voilà pourquoi vous êtes maire de Saint-Pompon depuis 2014. Alors très bien, on va parler de ça. C'est important parce que ça tient à notre sujet. Vous nous avez très gentiment écrit en nous passant votre profession de foi comme candidat aux législatives prochaines en 2017. Et donc, merci beaucoup, parce que vous êtes le seul qui ait fait ça, donc c'est vachement bien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats aux législatives, mais en tout cas, vous êtes le seul qui avait osé vous présenter et puis dire, voilà, si vous voulez un interview, je suis d'accord. Il faut préciser que nous sommes 6 à Bergerac et que vous vous présentez dans la 4e circonscription et non pas dans la 2e, celle de Bergerac. Donc vous n'êtes pas un concurrent de Madame Brigitte Allain, qui pour l'instant a annoncé sa candidature ici, ainsi que peut-être Madame Gaëlle Blanc, mais ça on ne sait pas trop. Pour l'instant elle est investie, mais on verra la suite. Voilà. Voilà, donc on va parler de ça. Moi je voudrais revenir, si vous voulez bien, et puis vous direz ce que vous voulez, mais sur votre carrière, entre guillemets, d'homme politique. Je l'ai dit, 278 voix sur 379 inscrits. Je rappelle que Saint-Pompon n'est pas une grande ville. Donc c'était un scrutin dit majoritaire et non pas un scrutin de liste. Tout à fait. Mais sur 22 candidats à cette élection, les 11 premiers ayant obtenu le plus de voix sont vos copains. C'est ça? Oui. Et vous êtes le chef de file, c'est ça? C'est ça. Sans couleur politique. Sans couleur politique. Alors, enfin, sans couleur politique, c'est beaucoup dire. On a toujours quelques convictions. Oui. Donc, je ne suis pas quelqu'un de droite, c'est clair. D'accord. Donc, autant le dire directement, j'ai plutôt des affinités de gauche. Voilà. Et même un peu vert, si j'ai bien vu vous parlez de développement durable et des choses oui, comme ça. je pense que c'est un tout. Je suis un citoyen de la cité. Alors après, le terme de citoyen, il est un petit peu surutilisé en ce moment. Il faudrait que tout soit citoyen, Après, j'ai lu aussi que j'étais un candidat donc anti-système. Alors loin de là, parce que je ne pense pas qu'on peut être maire et président d'une communauté de communes en se prétendant anti-système. On est toujours ça fait partie des sottises médiatiques contre lesquelles le Canal Pourpre existe ou tente d'exister justement. Mais pour en revenir à cette petite élection, petite parce que 380 votants, c'est pas énorme, mais les 11 derniers, les 11 perdants, si je peux dire, étaient déclarés comme opposants aux 11 premiers C'est un petit peu compliqué. Oui. Enfin compliqué, pas si compliqué. J'ai été élu une première fois en 2008. Oui. Et puis, comment ça s'est passé en 2008 J'habitais chez mon père et mon père m'amène la liste des prétendants qui venaient se présenter donc pour l'élection municipale, et je vois arriver la liste en 2014 là, en 2008, je reviens un petit peu en arrière. En 2008, je vois la liste et je me dis toujours les mêmes. Ah d'accord. Bon, alors des gens qui ont bien géré, bien sûr, mais bon, assez anciens dans le domaine et bon, voilà, j'avais quand même une sensibilité par rapport à la vie locale et je me suis dit, j'ai 3 choix. Soit je me présente, ça c'était un petit peu impossible, ou incongru, ça paraissait un peu incongru. Soit je m'en moque, parce qu'on peut aussi très bien se moquer de la vie politique locale, ou soit je m'en vais. Bon, m'en aller, c'était pas vrai.
c'était pas oui, mon objectif. Je rappelle que vous êtes infirmier. Hein, oui, infirmier libéral, j'exerce le métier d'infirmier libéral. Et donc, je me suis dit, bon, ben allez, je me présente. Il restait 15 jours avant le scrutin, et j'ai fait une campagne tout à fait officielle. J'ai pris les choses à cœur et avec mes convictions, et j'ai gagné l'élection aussi en 2008. J'étais premier en étant candidat sans être inscrit dans une liste. Alors vous aviez fait une profession de foi, vous avez... Oui, profession de foi, j'avais même fait un slogan. Oui. Thomas Michel aime parler qui n'a pas peur des mots. Je m'étais oui, c'était gentil pour vous. Je m'étais autorisé un petit slogan et donc voilà, j'ai fait campagne, j'ai rencontré l'ensemble des habitants de Saint-Pompon et ils m'ont élu en tête. Et entre-temps, vous n'avez pas été assailli à coups de couteau à minuit dans la rue? Non, ça se passe pas comme ça à Saint-Pompon. Il y a que des gens. C'était plutôt sympa. Oui. Enfin, sympa. Non, on se rend compte des premiers tiraillements et de ce que ça peut impliquer. Il y avait de l'animation pendant ces élections, parce que je pense que l'ancien maire se rendait compte aussi qu'il allait se passer quelque chose, en tout cas qu'il avait fait des choix peut-être qui n'étaient pas tout à fait opportuns en termes de construction de la liste. Et donc, voilà, je me suis présenté. Vous avez fait des réunions publiques? Alors, à ce moment-là, je n'ai pas fait de réunion publique, j'ai fait que des rencontres individuelles. D'accord. Et donc, j'ai été élu en tête du scrutin, et l'ensemble des mémés, le jour du dépouillement, enfin, je dis les mémés, j'exagère, parce qu'il n'y avait pas que des mémés, mais à Saint-Pompon, la population est un petit peu âgée. C'est vous qui leur faites leur piqûre. Et oui, bien sûr. Alors ça, ça a joué en ma faveur, je pense, quand même, parce que j'étais quand même au contact de ces gens-là. Et ils me disaient, bon, ben, on t'y a mis, maintenant, tu vas jusqu'au bout, alors qu'au départ, je prétendais simplement être conseiller municipal, puisque je se présentant tout seul, voilà, faire partie de l'équipe. Et trois autres candidats individuels s'étaient présentés et sont passés aussi. Et le maire est passé tout juste. Enfin, voilà, on était 4. Il fallait 2 autres candidats individuels pour que je me retrouve maire. D'accord. Et donc, j'ai présenté des candidats entre les 2 tours. J'ai fait puisqu'on avait le droit de faire ça, j'ai présenté des candidats. Contrairement à 2014, il y a eu 2 tours. Donc. Voilà. Et donc j'ai présenté des candidats au 2e tour et on s'est retrouvé une faible majorité à 6-5. Et voilà comment je suis devenu maire. D'accord. Très bien. Et par contre, donc, je répète, en 2014, il n'y a eu qu'un seul tour. Et en 2014, donc j'ai été réélu avec l'ensemble de mon équipe. Et là, j'avoue, étant donné que la première élection en 2008 n'était pas basée sur une équipe fondée et j'ai fondé une équipe. Et j'avoue que j'ai remanié, un petit peu l'équipe en faisant des déçus. Voilà, pour que tout soit clair, les 11 élus que vous êtes, le premier, donc, c'est vous, 278 voix, et le dernier, 212. Oui. Et je rappelle qu'il y avait 379 inscrits, mais 348 votants, donc c'est beaucoup. Enfin, je remarque qu'à Saint-Pompon, on a voté à 91,82%. C'est génial. Alors que, bon... moins de 10%, enfin 10% à peu près, oui, moins de 10, 8% d'abstention, c'est très rare. Oui, mais dans les villages, c'est assez courant. Et c'est assez courant dans les villages. Est-ce qu'en 2008, quand vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure, les gens que vous avez rencontrés avaient le même diagnostic que vous, c'est-à-dire toujours les mêmes, etc. Donc, est-ce que vous avez senti ça à ce moment-là? Enfin, est-ce que ça peut expliquer le fait que vous soyez retrouvé en tête de liste? En tête des résultats des votes? Oui, je pense. Vous l'avez entendu ça? Oui, et puis après, bon, mais les gens dans ces périodes d'élection, ils vont un petit peu plus loin, enfin bien plus loin d'ailleurs. J'ai entendu des choses qu'on ne doit pas entendre dans ces élections, enfin, où on condamne, et je suis pas à l'abri demain d'être condamné comme ça. Alors voilà, c'était des commerçants qui
qui avait la mairie, entre guillemets. Vous soupçonnez du pire. Du coup, voilà, les commerçants, ça devenait ils vendaient du produit avarié, enfin. Ça devient des querelles de clochers qui étaient... Oui, je ne sais même pas si c'est des querelles de clochers, c'est des choses qui s'installent et qui font que sur la longueur, au bout d'un moment, ça ressort alors que ça n'a pas vraiment de sens, je pense. D'accord. Pour en terminer sur le plan saint-pomponien, vous êtes aussi président de la communauté de communes. Oui. Depuis 2014. J'ai succédé à Germinal Perrault. D'accord. Ah oui, c'est ça qui est passé président du conseil départemental. Oui. D'accord. Ok. Cette élection, non, c'est pas une élection. Oui, c'est une élection. Il y a une élection en interne. Fléchage indirect des conseillers et ensuite élection à l'intérieur. Vous étiez conseiller communautaire avec l'élection de 2014, quoi. Voilà, c'est ça. Et les autres conseillers communautaires de la communauté de communes vous ont élu président, là aussi. D'accord. C'est une tâche qui vous paraît importante? Ah oui. Aujourd'hui, les communes, sans les communautés de communes, non plus ne peuvent plus agir, puisque quand il s'agit de construire une crèche, quand il s'agit de construire un centre de loisirs, un village comme Saint-Pompon ne peut pas se doter de ce type d'équipement. Donc la communauté de communes est vraiment fléchée pour s'occuper de ces compétences-là. Voilà, de ces équipements aussi, parce que c'est vrai que... cette communauté de communes donc, que vous présidez, vous êtes maire, président de la communauté de communes, est-ce que vous êtes engagé dans le combat ou la lutte contre la loi NOTRe? Vous êtes directement concerné à Saint-Pompon? Alors, le combat, après les combats sur le terrain, en tant que maire et en tant que président de communauté de communes, c'est là où j'en viens à ma démarche de candidature aux législatives, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de renoncements de nos élus, nationaux, donc ceux qui font la loi, les députés, et pas assez de remontée, selon moi, de ce qu'est notre ruralité, notre territoire. Les lois votées ne correspondent plus à notre territoire, ne correspondent pas à notre territoire. Alors, je comprends que le poids de nos territoires est bien faible par rapport à l'ensemble de la France et puis des agglomérations qui deviennent de plus en plus grandes, mais voilà, c'est clair que ça ne correspond plus et on perd pied, on passe de compromis en compromis en étant maire, en étant président de communauté de communes et on avale les couleuvres, excusez-moi de l'expression. Oui, non, c'est exactement ce que... De jour en jour. Canal Pop a fait un petit reportage sur l'association des maires ruraux, qui avait fait une réunion, les États généreux, c'était pas Montbazillac, c'était... Si c'était Montbazillac, oui. Montbazillac. Et récemment, là, on s'est aperçu, effectivement, c'était le même discours que vous avez sur les compromis douloureux, et qui sont souvent des compromissions. Et alors, vous êtes pour le cumul des mandats? Ah non, surtout pas. Alors, on prend le micro parce que... Micro, Christine, s'il te plaît. Christine qui est derrière la caméra qui pose une question très juste. Je demandais s'il était pour le cumul des mandats. Il a répondu à ça. Et dans ce cas-là, comment on fait pour que les députés se rapprochent? Si vous êtes contre, ce qui est bien, comment ils font pour ne pas être si éloignés du territoire, quoi? Alors moi j'envisage une manière d'être député sur la 4e circonscription qui est un député à plein temps. C'est pas difficile, je pense. C'est pourquoi vous avez dit que vous renonceriez à vos deux mandats de maire et de président si vous étiez élu. Ça n'empêche que je resterai sans doute conseiller municipal pour des raisons techniques très simples. C'est que si j'étais élu, demain, on ne va pas revenir aux urnes à Saint-Pompon pour élire un conseiller municipal, sachant qu'il faut que le conseil municipal soit entier pour pouvoir voter un maire. Donc je pense qu'on peut rester conseiller municipal. Par contre, je pense que pour être député, peut-être qu'il faut avoir fait l'expérience justement d'avoir été conseiller municipal, d'avoir été peut-être au fait des responsabilités locales. C'est un petit peu contradictoire quand même quand on lit votre profession de foi, parce que moi ce qui m'intéressait c'était justement le fait que, si je le dis un peu vite,
que vous donnez le sentiment, vous écrivez qu'on est mal représenté, que les élus ne tiennent pas à leurs promesses. Mais si vous pensez, là vous affirmez qu'il faut déjà avoir une expérience politique avant de pouvoir se présenter aux élections législatives, ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience politique, qui n'aurait pas eu de mandat politique, ne pourrait pas se présenter aux élections législatives. Alors, il sait de quoi il parle parce qu'il s'est présenté à la municipalité de Bergerac. Il a échoué. Présenté aux législatives, mais il n'avait jamais eu d'expérience. C'est vrai. Non, mais après, il n'y a pas... Parce que c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, qu'il faudrait avoir une expérience, un mandat pour pouvoir aller plus loin. Alors, je vais me reprendre. En fait, ce que je pense, c'est simplement qu'il y a beaucoup de codes, de rites que j'ai découverts, parce que quand j'ai été élu maire, j'avais zéro connaissance. Au premier conseil municipal, je suis arrivé, je ne savais pas comment ça se déroulait. Connaissance technique. Des règles. Oui, et puis au-delà des règles, voilà, des procédures, le côté solennel de certaines choses, etc. Donc je pense qu'il faut quand même être un petit peu au fait de ces codes, c'est des codes, moi j'appelle ça des codes, pour y arriver. Alors, il n'y a pas besoin, en effet, essentiellement de passer par avoir été maire ou avoir été conseiller municipal, mais par contre, c'est clair qu'on arrive à un niveau où pour se faire entendre, il faut connaître un certain nombre de codes, je pense. D'accord. Pour réussir à infiltrer ce milieu. Même s'il y a beaucoup d'élus qui maîtrisent parfaitement les codes et qui ne font rien. Oui, alors c'est pas parce que vous maîtrisez les codes que vous avez la possibilité, l'envie, ou je ne sais pas ce qui manque dans ces cas-là, mais en tout cas, je pense que c'est important. À la fois, on peut y arriver sans. Il suffit de volonté, mais je pense que c'est plus simple quand on sait un petit peu comment ça se passe. Très bien. Bon, ben alors on peut passer justement à ces législatives là et à votre candidature. Alors, ce papier que vous nous avez envoyé, enfin cette pièce jointe dans un courriel, elle est accessible toujours? C'est toujours accessible? Alors c'est accessible grâce à Saint-Pompon Live. Alors ça c'était vraiment à destination, c'était pour annoncer ma candidature. Je vais aller plus au fond des choses parce que j'ai balayé un petit peu l'ensemble de mes motivations. Après derrière les motivations, il faut aussi montrer et j'ai la volonté de prouver que... Alors, donc c'est accessible sur Internet? Alors c'est accessible sur Saint-Pompon Live, parce qu'en fait la correspondante du petit blog de Saint-Pompon a... Saint-Pompon Live, c'est quoi? C'est un blog tenu... Non, Saint-Pompon n'en a pas la maîtrise, c'est vraiment quelqu'un du village. Saint-Pompon Live, oui. Tout attaché? Saint-Pompon Live... sur un moteur de recherche, on va pouvoir trouver. Si vous cherchez Saint-Pompon, de toute manière, vous tombez directement sur Saint-Pompon Live. Très bien, alors je vais quand même essayer de résumer rapidement sans changer vos mots, mais c'est 2 pages, c'est relativement court. Hein. Donc vous parlez de vous-même, vous dites que vous voulez être utile et accessible au plus grand nombre, que vous voulez garder une distance vis-à-vis des appareils politiques, que vous voulez redonner du sens à la vie collective et publique, débarrasser de l'esprit partisan, donc distance vis-à-vis des appareils. Très bien. Et puis vous plaidez pour vous-même en disant que vous en avez un peu marre des promesses pas tenues ou rarement tenues. Plus que pour moi-même, c'est ce qu'on entend. Oui, d'accord. Voilà, vous parlez de développement social et de succès économique et de respect de l'environnement. Vous parlez de la planète. Très bien. Voilà, un lien, vous voulez être un lien actif, solide, véritable entre les citoyens et leurs institutions. Très bien. Vous dites qu'on ne vous verra pas dans la presse à tout bout de champ, mais à Canal Pop, vous êtes bienvenus en tout cas. On n'est pas vraiment la presse. Très bien. Et puis donc, je répète que vous proposez de vous détacher de vos 2 mandats si vous êtes élu. Au nom de cette volonté de mieux vivre ensemble, c'est comme ça, ce sont les derniers mots de votre profession de foi. Alors très bien, je ne sais pas. je croyais que tu voulais rebondir sur un élément, mais moi je veux bien rebondir. Allez-y. Parce que vous dites, on ne me verra pas dans la presse à tout bout de champ. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis pas un coupe ruban.
Et j'observe un petit peu ce qui se passe. Ça fait 8 ans maintenant que je suis élu. Et j'observe qu'à l'approche des élections, souvent, ben voilà, il faut apparaître alors avec les réseaux sociaux, etc. On est en plein dedans, partout, au niveau national. Il m'arrive de couper des rubans, d'inaugurer des réalisations. Ça fait partie des rituels. Voilà, dont je parlais tout à l'heure. Mais après, je pense qu'il faut, et je vais aller au contact des gens sur la circonscription. Je suis déjà au contact des gens, mais je vais éviter quand même de m'afficher, tout comme j'ai évité de m'afficher pendant. À chaque fois, on m'appelle, on me dit ah, tiens, viens dans les 2 premiers rangs de la réunion parce que. Je trouve ça grotesque. Quand vous êtes à la réunion, ça suffit, quoi. Enfin, à propos de la circonscription, à Bergerac, je crois que c'est à peu près 80 000. C'est pareil. C'est pareil, oui, à peu près. C'est 100 000 habitants. En gros, une circonscription, c'est 100 000 habitants. D'accord. Et grosso modo, ça fait beaucoup. Oui, et surtout que moi, je suis tout à fait au sud de la circonscription, et du département d'ailleurs. Et ça la campagne va être cher en bagnole. Là. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'aime rouler, donc ça tombe bien. Vous continuez à professer non. Depuis que je suis président de la communauté de communes, je me suis rendu compte que d'abord ça causait du désagrément à mes collègues. Oui. J'étais infirmier libéral, donc je travaillais le mercredi et le jeudi et un week-end par mois. J'ai toujours préféré garder du temps pour ma vie personnelle et puis gagner un SMIC. En gros, en tant que libéral, je gagnais un SMIC. Et depuis que je suis président de communauté de communes, je me suis rendu compte que ça les embêtait, elles. Et puis moi, je décalais toutes les réunions. Et donc, du coup, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je gagne à peu près la même chose. Par les indemnités de maire et de président de communauté de communes. J'ai 570 € en maire et 1200 € pour la communauté de communes. Donc, j'ai 1800 €. D'accord. Vous avez bien fait. Oui, c'est bien. Par rapport à votre programme, nous on s'était rencontrés parce que je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, on s'était rencontrés à Bergerac quand vous étiez à l'origine de la venue de Robert Hue, qui ensuite, le lendemain, est venu à Saint-Pompon, il a fait une signature de livre. Ancien secrétaire du Parti communiste français. Secrétaire du PCF, d'ailleurs il y a eu une petite rencontre sympathique et musclée aussi avec les militants communistes qui étaient à la sortie de la colline aux livres. Enfin musclé, j'exagère un peu, mais bon, une petite rancœur, en tout cas auprès des militants du PCF de la section locale de Bergerac. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir cette figure historique de la gauche française? Pourquoi l'avoir fait venir? Et est-ce que Robert Hue, dans ses écrits, vous a inspiré pour votre candidature? Alors, il m'a peut-être poussé. Inspiré, oui et non, parce que je suis quand même de la génération pour qui Robert Hue a une certaine importance. Je ne sais pas exactement quelle est l'année à laquelle il prend le Parti communiste, mais Robert Hue, voilà, c'est une figure, avec son surnom, avec son look un petit peu particulier. C'est quoi son surnom? Le nain de jardin, c'est ça? Le nain de jardin, oui, voilà. Je ne connaissais pas. Ah bon, vous connaissiez? Parce que nous, on est la génération Georges Marchais. Et donc moi, j'ai rencontré Robert Hue parce qu'en fait, son attaché parlementaire a une maison de vacances, c'est mon voisin. D'accord. Donc c'est grâce au tourisme vert que vous avez pu rencontrer Robert Hue. Et donc un jour, mon voisin était en vacances et Robert Hue a une maison aussi à Acier, dans le Lot. D'accord. Et donc du coup, les deux étaient en vacances en même temps. Mon voisin reçoit Robert Hue chez lui et il me dit, bon ben, t'es le maire, il faut que je te fasse rencontrer Robert, etc. Et donc, on discute de tout et de rien. On se retrouve sur beaucoup de choses quand même, parce qu'il a mené des combats qui étaient assez intéressants, que ce soit en Afrique du Sud, même auprès de Mandela. C'était avant le bouquin pour lequel il était venu à la librairie. Oui, bien sûr. C'est il y a 2-3 ans auparavant. Et Robert me dit tout le temps, à chaque fois, enfin, je le rencontre comme ça 2-3 fois, et puis il me dit, il faut que je vienne à Saint-Pompon faire quelque chose, il faut que je vienne à Saint-Pompon faire quelque chose. Et le Parti communiste, c'est une chose qui s'est, comme tous les partis, qui a fédéré à un moment, qui a permis de faire, d'éduquer,
en pleine période où les partis avaient sans doute un grand intérêt, mais c'est aussi un catalogage, non ça se dit pas, un étiquetage qui était un petit peu trop prégnant et donc je voulais pas forcément... Même si Robert Russe a pris sa distance aussi avec le PCF, donc mais sauf que... il reste égal PCF. Quoi. Il y a des militants communistes à Saint-Pompon. Vous savez, ils sont rares les militants communistes, partout. Mais sympathisants. Non, je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de. Enfin, sur le Sarladé, j'en connais quelques-uns, mais qui commencent à reculer. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est ma vision. Alors j'ai le droit de le dire, quoi qu'il arrive. Non, mais après, pas spécialement. Il y a toujours un ou deux communistes. Enfin, quand je faisais la tournée d'infirmiers, souvent on me disait. Ah ben lui, c'était un communiste. Alors on ne savait pas si ça voulait dire que c'était quelqu'un de bien. D'accord, oui, c'est ça. En tout cas, on l'étiquetait en le sens des étiquettes, c'est qu'il n'y a rien derrière. Quoi. Donc le poids de Robert Rutte, ce mouvement, parce que vous vous inscrivez dans le mouvement qu'il a lancé ou non. Enfin, je pense qu'ils défendent des bonnes choses. Je pense qu'ils agissent dans le bon sens. Et notamment au travers du livre de Robert Rutte, les partis politiques sont déjà morts, mais ils ne le savent pas encore. Quelque chose comme ça. Je crois formellement qu'il a raison. Et je crois que le pouvoir... On le voit tous les jours. Oui, voilà. Et je crois que le pouvoir ne doit pas venir d'en haut, mais se construire à l'échelle de nos territoires. Mais alors, pour finir par rapport à cette histoire de Robert Rutte, c'est que je lui ai dit... Robert, je suis d'accord de te faire venir, mais sauf que je ne veux pas que tu viennes... enfin, je ne veux pas être étiqueté communiste, même si tu l'es plus, mais en tout cas... Et j'aimerais bien plutôt apporter à Saint-Pompon une autre dynamique. Et j'ai invité Jean Lassalle. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Pour faire le contrepoids. Sacré contrepoids. Et pour qu'il y ait un échange un petit peu différent. Alors les deux, je dois vous dire que les deux ont hésité. Les deux n'étaient pas très contents. J'ai dit à Jean Lassalle, il y a Robert Rutte qui vient, il serait d'accord que tu sois là. Et j'ai dit à Robert Rutte, si Jean Lassalle veut bien venir, si tu es là. Ce n'était pas vrai. Non, ça m'a permis. Non, mais ça m'a permis d'avoir les deux et puis d'avoir un échange qui était quand même assez. Dans porteur. quel cadre vous avez fait ça? C'était une réunion publique qui était présentée comment? Alors c'était, que je me souvienne, j'avais trouvé un titre, mais il ne me revient pas. Mais en tout cas, mon but principal, c'était je pense qu'il faut animer la démocratie sur notre territoire et proposer. Alors, est-ce qu'on a besoin de tête d'affiche? Non. C'est la question que j'allais vous poser. Dans votre profession de poids, vous prenez vos distances quand même avec les partis politiques. On sait trop bien. Les deux en ont pris. Certes, les deux en ont pris, mais c'est quand même un affichage assez médiatique ou médiatisé des personnages de la vie médiatique. C'est une partie du jeu. Mais parce que finalement, vous pensez que ça pouvait apporter plus de dynamisme dans l'échange avec les habitants? Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, vous faites une réunion politique. Si demain, Thomas Michel propose une rencontre, je ne sais où, sur la circonscription, bon, je vais avoir, j'espère, une vingtaine, une trentaine de personnes, ce qui est déjà honorable. Peut-être que j'en aurai que 10 ou 5, mais peu importe, c'est pas ça qui fait la valeur de l'échange. Mais je pense que pour initier la démarche, c'est bien d'avoir une tête d'affiche. C'est un peu de la com, excusez-moi de le dire franchement. Pour en terminer vraiment avec ça, il y a eu d'autres réunions publiques comme celle-ci avec... Alors non, pas tout à fait. Ça a été le seul exemplaire dans ce genre. En fait. Et j'aimerais bien, après j'ai sollicité d'autres personnages, j'ai sollicité José Bové, j'ai sollicité Eva Joly, j'ai sollicité Étienne Chouard, j'ai sollicité différentes personnalités comme ça, mais sans réponse. On connaît, rassurez-vous, on connaît. Très bien. Bon, on arrête avec les trucs un peu locaux et tout ça, mais vous avez dit les primaires, vous avez parlé des primaires à l'instant. Alors, on est en pleine primaire, hélas. On vient de sortir d'une primaire, on va rentrer dans une autre. Ça n'arrête pas, enfin, les campagnes médiatiques. Alors, bon, je ne sais pas votre point de vue, mais moi, il me semble, quand vous dites que les partis politiques sont morts, enfin,
Monsieur Robert Rue disait ça, mais ils ne le savent pas. En vérité, ils le savent tellement bien, enfin ils savent qu'ils sont moribonds, et il me semble que les primaires sont une occasion de résurrection pour eux. Même s'ils ne le disent pas, mais c'est un truc qui leur permet de survivre. Et de survivre peut-être même plus que ça, enfin, de se ressusciter. Enfin. Donc, c'est comme ça que je vois les primaires. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'autant plus que ça touche aussi aux médias dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, moi, oui, direct, je le dis, alors contre les partis politiques, ce que j'ai, c'est surtout une chose, c'est qu'ils nuisent à l'indépendance des hommes, automatiquement. Parce que c'est des grosses machines financières aussi. Aujourd'hui, pour pouvoir prétendre, et d'ailleurs, il y a un des candidats, un de mes adversaires, qui a dit oh, Thomas Michel, s'il a 30 000 € à perdre, il a raison d'y aller. C'était l'argument. Comme si la démocratie appartenait à ceux qui ont 30 000 € c'est pas faux, quand même. À perdre. C'est ce que ça va vous coûter. Ça pourrait me coûter moins, et puis ça peut pas me coûter plus. Mais l'argument est un peu spécieux quand même, oui, de le résumer à ça. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah bon, parce que ça m'a été rapporté, bien sûr. Pendant qu'on est là, la loi, pour vous présenter à la candidature, on vous demande combien à la préfecture, il faut déclarer son truc. Oui. Est-ce qu'on vous demande des sous? Je pense qu'il y a, je sais plus exactement, c'est dans les papiers, j'ai tout ça dans mais après, dans les papiers. Ça dépend, l'argent que tu vas mettre dans les affiches, ça dépend de plein de choses. En 93, l'État te demandait un chèque de 1000 francs. Mais il y a quelque chose comme ça, un droit d'inscription. Il me semble, après j'ai quelques personnes qui m'entourent et d'ailleurs le mouvement des progressistes, autant je leur ai dit, ben non, je ne veux pas être affilié parce que je ne veux pas dépendre. Parce que du coup, ils vous ont proposé un soutien financier technique. Technique, oui. Okay. Technique et éventuellement financière, ils m'ont dit aussi. Alors, si vous étiez affilié à un parti, ça ne vous coûterait rien d'être inscrit. Non, le parti payerait. Oui, c'est ça. Le parti paye. Donc, voilà, moi, il se trouve que ça va être sur mes deniers, sur les deniers de mes amis, parce que j'ai des. Vous allez faire une campagne de recherche de fonds. Oui, voilà. Et j'ai déjà des gens qui me soutiennent, et puis je vais faire aussi une campagne au moyen de ce que j'ai. D'accord, adapté à ce que. Voilà, adapté à ce que j'ai sur le terrain, essentiellement. On n'est pas obligé d'avoir des affiches ou des. Il y a quelque chose qui est tombé, ça n'est pas grave, on peut continuer. Ça va me coûter beaucoup en gasoil, surtout, je pense. Ça, c'est sûr. Et voilà, mais... Alors, pour revenir sur les partis... Allons-y. Sur les partis, moi, je pense que les partis sont morts, j'en suis convaincu. D'abord parce qu'il y a un rejet total. Les gens ne veulent plus voir des professionnels de la politique, des gens qui... Alors, on me reproche, moi, on me dit, j'ai des amis autour de moi, où quand on discute de ça, on me dit, oui, mais toi, tu vois, ça fait 2 ans, tu travailles plus. Non, je travaille plus parce que je suis engagé dans la cause à laquelle je me suis... dans laquelle je me suis investi. Et la rétribution du mandat me paraît tout à fait normale et logique. Oui, il n'y a pas de... Oui, j'abuse de rien, je pense. Les gens en ont marre, excusez-moi, mais vous êtes démenti par les 4 millions d'électeurs qui viennent de voter pour le centre et la droite. Mais c'est 10% des électeurs et 10% qui sont les classes sociales qui ont voté. 10% des inscrits. C'est beaucoup plus par rapport aux votants. N'oubliez pas cette différence. Oui, tout à fait. Mais qui a voté? C'est ça qui est intéressant. Et justement, j'en parlais avec un ami. Alors, il y avait un article dans Le Monde, mais je ne sais pas exactement, je n'ai pas lu précisément quelles étaient les sources. Effectivement, c'est a priori des catégories sociales supérieures, mais j'ai du mal à savoir comment on peut savoir exactement à quelle catégorie sociale appartiennent ces 4 millions de votants. Et pour compléter, excusez-moi, la question de Gilles, les partis sont morts, le Front National est quand même recette encore malheureusement. Donc voilà, est-ce que parti de protestation, je ne sais pas quoi, enfin comment vous... À mon avis, il faut les tuer un peu. Comment vous vous inscrivez? En gros, ce qui se passe, c'est que le PS a gouverné dans les 40 dernières années, les Républicains ont gouverné aussi, et aujourd'hui on voit que ça ne donne plus satisfaction. Ça ne donne pas satisfaction. Pour tous les éléments que vous dites, c'est-à-dire une mauvaise représentation, mauvaise représentation
des citoyens, une professionnalisation de la politique, une médiatisation, etc. etc. On est tous d'accord. Et une dépendance à cette grosse machine, à idées politiques, à idées, alors ils prétendent démocratiques, je ne veux pas dire qu'ils sont antidémocratiques non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais qui sert à faire fonctionner une économie, j'allais dire un système, même si je déteste ce mot, mais en tout cas une logique actuelle. Et ils savent faire dans la logique actuelle, et je pense qu'il est temps de changer de logique, alors pas d'inverser la logique. Moi je ne veux pas faire la révolution, je veux faire quelque chose, l'évolution un petit peu, essayer de faire avancer les choses et proposer... alors j'ai conscience en même temps, j'ai conscience que à la limite, le changement auquel j'aspire, je ne le verrai pas. Parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais sauf que si personne ne s'y colle petit à petit... oui, aussi. Non, mais dans tous ces domaines. Alors, justement, ça me fait penser à une conférence de presse que Canal Pourpre a filmée cette semaine, je ne sais plus, je suis un peu perdu dans les dates, mais il y a un mouvement de la France Insoumise qui propose aux citoyens aussi de se porter candidat. C'était mardi, c'est pas vieux. Oui, mais bon. J'ai vu l'émission. Donc je me dis, tiens, c'est en même temps, je me dis, tiens, bon, France Insoumise, derrière c'est Mélenchon, machin, etc. Mais on retrouve plus ou moins les éléments que vous mettez en avant dans votre profession de foi. Est-ce que vous auriez pu, Christine dit avec un peu plus de langue de bois derrière la caméra, est-ce que vous auriez pu vous inscrire dans ce mouvement de la France Insoumise pour vous présenter? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous gêne dans cette démarche? Il y a quelque chose qui m'empêche et qui me gêne. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, à Sarlat, sur la circonscription... Je crois que c'est demain d'ailleurs qu'il y a une réunion, il me semble... Ah non, c'est le 7. Le 7, et j'irai d'ailleurs. Sur la circonscription, moi j'ai essayé de rencontrer un maximum de forces locales, de ce qui allait se passer, de ce qui va se passer, comment on peut construire les choses ensemble, etc. Et notamment des personnes de France Insoumise. Et qui m'ont dit, tu sais, au sein de notre mouvement, tu as toutes tes chances. Et oui. Au sein de notre mouvement, tu as toutes tes chances. Alors, j'étais assez flatté d'abord. C'est sympa. C'est plutôt flatteur. Et j'ai regardé un petit peu, d'un petit peu plus près ce que ça a engendré. Ouais. Et je me suis dit, enfin, déjà, le nom, France Insoumise. Oui. Moi, j'ai envie de la France. Alors, pas soumise non plus. Mais non, mais je sais pas. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus positif à avoir dans le côté un négatif mouvement que le côté insoumis. Mais en dehors de ce slogan, parce qu'on retrouve cette idée du citoyen qui va, bon, même si ça sera sans doute plus ou moins contrôlé, mais cette idée du citoyen qui peut se présenter justement en dehors des partis, parce que c'est un mouvement, c'est pas un parti. À part le slogan, enfin le titre. Oui. Non, c'est un détail, mais c'est le premier détail que j'ai affiché. Excusez-moi, mais concrètement parlant, comme on dit à la télé, la primaire de gauche, vous allez voter? Non. J'irai pas voter. J'ai déjà voté à la primaire de gauche. J'avais même hésité à aller voter à la primaire de droite, là. Mais je me suis dit non. Mais là non plus, pour la gauche, vous n'irez pas? Non, j'irai pas voter. Bon, vous le laissez finir? On va le laisser finir sur la France Insoumise. Alors, justement, parce que si Jean-Luc Mélenchon se présentait dans la primaire de gauche, ça ne serait pas mon candidat. D'accord. Donc à partir de là, et puis la charte... Donc ensuite, je suis à la Bourroux, parce que la première rencontre de France Insoumise a eu lieu à Bourroux. Après que j'ai rencontré les personnes de France Insoumise Sarlat, et qui m'ont dit, viens à Bourroux, on va te convaincre. Sauf que entre deux, j'ai déclaré ma candidature de manière individuelle. Ouais. Et c'était rigolo d'ailleurs quand je leur ai dit à Bourroux, excusez-moi, je suis un petit peu le traître parce que j'ai fait un pas en avant par rapport à la charte. J'ai présenté ma candidature en dehors du mouvement. Voilà, en dehors du mouvement, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ben t'as fait comme Mélenchon. Donc,
Mélenchon s'est présenté. Mais bon, c'est pour l'anecdote. Mais non, mais voilà, moi, Mélenchon, le personnage, j'y arrive pas. D'accord. Et puis dans la charte des personnes qui se présentent sous France Insoumise, eh ben, la première chose, c'est faire allégeance à Jean-Luc Mélenchon, donner sa voix à Jean-Luc Mélenchon. D'accord. C'est un peu personnifié. On retrouve retombe dans le... Donc finalement, il n'y a aucun des candidats, je veux dire au présidentiel, alors ça m'embête. Ouais. qui vous satisfasse pour l'instant. Enfin, qui vous attire. Il y aurait éventuellement Nadeau, le candidat de Robert Hue. Oui. Mais sauf que... La Roux-Turou, non, ça vous dit rien? Comment? La Roux-Turou, Nouvelle Donne. Il faut dire qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus. Pierre La Roux-Turou, non. Nado, ah oui, d'accord. Donc vraiment, vous suivez le mouvement de Robert Hue à fond parce non, mais j'aime bien la citoyenneté. J'aime bien l'aspect citoyen. Mais Mélenchon, il se dit citoyen, il est pour la citoyenneté. Oui, non, mais alors c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'évoquais le mot citoyen, ça m'embête parce que maintenant c'est utilisé à tout va, voilà. Mais on a le droit de garder la notion de citoyen, enfin je veux dire de... Ça ne vous empêcherait pas de vous abstenir au présidentiel? Je l'ai jamais fait. Ah bon? Je trouve que c'est dommage de ne pas s'exprimer, surtout sur un premier tour. Après, j'attends de voir l'offre globale. Ça veut dire que tout le diagnostic que vous posez qui est très juste, si vous alliez jusqu'au bout, il faudrait aussi critiquer à fond le système de la Ve République, les présidentielles, revoir le Sénat, etc. Est-ce que c'est des choses qui vous... Parce que si vous vous présentez aux élections législatives, c'est peut-être que vous avez aussi d'en faire entendre une voix différente et peut-être même proposer un autre modèle pour notre régime politique. Alors, l'idée, moi, par exemple, de Mélenchon, la 6e... oui, avant, il y avait Montebourg qui avait lancé la 6e République. Mais je pense que la personne qui va être élue et qui va proposer ça, elle aura besoin de soutien derrière. Mais j'attends de voir aussi ce qu'ils vont nous proposer. D'accord. Mais je ne suis absolument pas fermé et je suis même très ouvert au fait qu'il faut repenser la logique actuelle. Alors, par exemple, on me dit qu'il y avait 577 députés, il y en a trop. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas... non, j'exagère. C'est pas qu'il n'y en a pas assez. Si, vous avez raison. Mais moi, je pense que c'est pas le nombre qui dérange. C'est que dalle, 500 députés pour 60 millions de personnes. Aux États-Unis, c'est une moindre représentation, ou dans les pays autour. C'est des systèmes différents, c'est un système fédéral, donc on peut peut-être pas trop comparer. Mais en tout cas, je pense que la problématique, c'est vraiment qui nous représente. Oui. C'est pas de savoir le nombre, le nombre est établi comme ça, qui et comment, une personne, mais voilà, c'est qui et comment, combien de femmes, combien de personnes. Je serais même favorable à ce qu'on tire au sort 10 députés pour alimenter l'Assemblée nationale ou 20, peut-être ça ferait un groupe politique différent. Ah, c'est bien ça. Et comme les jurés d'assises. Je trouve que ça ferait peut-être un petit poids qui ferait... 567 au tirage au sort et 10 élus, c'est... Ah non, pardon, c'est l'inverse. Et tout à l'heure, vous parliez du territoire rural. On dit souvent que le sénateur est le défenseur des territoires ruraux. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment que le Sénat défend aujourd'hui les territoires ruraux, Saint-Pompon ou autres? Le Sénat, c'est l'assemblée des collectivités, on va dire. Ah oui. Suffrage indirect. Voilà, suffrage indirect, c'est censé être la sagesse, puisque en relecture après l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je ne suis pas contre deux chambres. Alors après, je vais vous dire, je n'ai pas étudié bille en tête ce qu'il faut... Parce que c'était une des propositions de certains pour être mieux représentés, la suppression du Sénat et une Assemblée nationale peut-être un peu plus large, mais qui représenterait mieux les territoires et même les citoyens. Moi, je pense qu'à deux, on est toujours plus fort. Bien. Dites donc, pour continuer sur ces législatives, vous avez pu appréhender le député de votre circonscription ou les députés de la Dordogne ou d'autres peut-être, pour vous faire une idée. Enfin, vous les voyez comment, les députés actuels, passés, etc. Alors moi, j'étais souvent en contact de Germinal Perrault, puisque je siégeais dans la communauté de communes qui présidait. J'ai eu beaucoup d'échanges avec lui, j'ai des rapports
amicaux. Et PS, hein, ce monsieur. Oui, Oui, c'est ça. Parti socialiste. J'ai des rapports amicaux. Amicaux, j'ai des amis. Collègue, enfin. Collègues, voilà, mais en bonne sympathie et des choses comme ça, avec des gros différends pour lesquels on a toujours eu des échanges. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez ouvert dans le débat. Je pense par contre qu'il va peut-être pas assez loin du fait qu'il soit dans un parti, et puis que le parti, ben, ça vous emmène dans des logiques qui sont toutes tracées sur un chemin, et donc voilà. Je ne sais plus où il a abandonné son poste de député pour être président du conseil départemental. Alors non, il a mis son Benjamin, donc qui s'appelle Benjamin justement, son Benjamin, il l'a proposé sur la 4e circonscription. Mais actuellement, il est toujours député. Il est député, président. Voilà, mais il abandonne c'est la loi qui le veut. Voilà, il finit son mandat et après... C'est la loi contre le cumul qui l'y oblige. Oui. C'est ça. Son Benjamin, ça veut dire quoi? Son suppléant, c'est quoi? Non, c'est le conseiller régional. Il s'appelle Benjamin. Oui, non, mais d'accord. Et il a 25 ans. Sur les mots. Voilà, Benjamin, il a 25 ans, c'est un jeune du Parti socialiste. Voilà, qui... Et c'est aussi du PS. Bah oui, forcément. Oui. Ça aurait été un peu compliqué. Et c'est le seul, d'ailleurs, je pense, sur l'ensemble des circonscriptions, c'est le seul qui est candidat unique à l'investiture, non? Pour l'instant, ici à Bergerac, c'est comment? Bah, normalement, c'est Brigitte Allain avec Christophe Catus, mais il me semble qu'à la dernière nouvelle, il faut attendre les militants se prononcent. Voilà, il n'y a pas d'accord, il faut attendre les accords, comme d'habitude. Il y a un accord entre EELV et le PS. C'est pas encore défini. Enfin, il y avait ça, la précédente, et puis là, on ne sait pas ce que ça va donner. Bien qu'il n'y ait plus de parti EELV à l'Assemblée. De groupe. En tout cas pour moi, dernière question. Qu'est-ce qui vous a paru le plus évident? C'est quand vous êtes lancé, vous avez dit que c'est pas forcément évident de se lancer dans l'aventure, je ne connaissais pas l'école, les rituels. Finalement, ça s'est passé de façon plutôt simple, même si je crois que c'est pas forcément lié à la taille de la commune. Mais qu'est-ce qui vous a apparu le plus évident finalement par rapport à des craintes de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais bien représenter, parce que quand même votre candidature c'est essayer de représenter au mieux non pas ceux qui ont voté pour vous, mais tous pour les habitants. Qu'est-ce qui vous a apparu le plus évident par rapport à ces craintes éventuelles que vous aviez avant, que vous auriez eues avant? Qu'est-ce qui m'a paru le plus évident? À faire, oui. C'est pas très clair ma question. Non, c'est pas très clair. Voilà, quand les mémés vous ont dit allez, il faut aller jusqu'au bout, tu vas être. Tu veux dire, en quoi est-ce qu'il se trouve maintenant un bon représentant de la mairie de sa commune? Non, parce que ça, je sais pas. En plus, si on lui demande. Oui, c'est plutôt aux administrés à répondre. Parce que souvent, c'est le reproche qu'on peut faire à des personnes qui ne sont pas issues d'un moule partitocratique, qui n'ont pas tous les codes, etc. Il n'y connaît rien, il va arriver à faire que des conneries, etc., etc. En fait, il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus simples que ce qu'on pourrait imaginer, même si on a la trouille de se retrouver mandaté par toute... C'est plus clair ce que je dis. Oui, alors, en tout cas, j'ai ma réponse. J'espère qu'elle répondra à la question. Mais en gros, quand j'ai été donc élu, j'ai battu l'ancien maire. Oui. Mais l'ancien maire était... Comme c'est vilain. Non, enfin... Vous êtes arrivé devant l'ancien maire. Je suis arrivé devant l'ancien maire. Il a donc battu. Et donc, non, mais il se trouve qu'il n'était plus maire et moi j'étais devenu maire. Et donc, il a accusé le coup parce qu'il n'a pas vu venir en 15 jours comme ça, etc. Et ça a été mon meilleur allié. D'accord. Pendant 6 mois, ça a été un petit peu difficile, ce que je peux comprendre. Mais il y a eu une transmission des... Mais voilà, ça a été mon meilleur allié. Et d'ailleurs, en 2014, il est devenu mon adjoint. D'accord. D'accord. Très bien. Vraiment dans une sorte de rassemblement gaulliste ou je ne sais quoi, je sais pas comment on peut demander. C'est la transmission qui est là vraiment. Mais et tout simplement, je suis allé le voir avant les élections de 2014 et je lui ai dit écoutez Christian, je pense que vous avez été formidable avec moi. D'abord, je vous en remercie parce que vous auriez pu aussi abandonner les affaires de la mairie et puis me laisser bouder dans votre coin, me torpiller. Même il y a des maires qui font ça, des personnes battues qui font ça. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Et je lui ai dit d'ailleurs, Christian, je pense que pour la prochaine élection,
ce serait bien qu'on reparte ensemble et je vous propose d'être l'adjoint. Alors je dis, je suis peut-être un petit peu présomptueux, j'arrive, je vous dis ça se trouve vous avez envie de vous présenter tout seul et ça n'empêche, sachez que ça n'empêche rien. Non, pas du tout, il m'a dit, il n'y a pas de problème avec ça. Il me dit, tu sais pas, parce qu'il avait fait dans les Sorts Sarladés au lendemain de sa défaite, donc il avait fait un petit article en disant Thomas Michel n'a pas eu la patience, je lui aurais transmis un peu vexé donc voilà, c'est normal, trop pressé. Je lui aurais transmis le savoir qu'il faut avoir pour être un bon maire, etc. Tatati, et on verra bien comment il va faire. Mais il avait raison, hein, c'est une bonne logique. Et il est revenu sur cet article quand je suis allé le rechercher en disant, tu sais pas, j'avais marqué que ça aurait été pas mal que je te transmette la mairie et je me suis rendu compte que heureusement que je ne l'ai pas fait, tu serais resté dans ma routine et dans mes choses. C'est plutôt bien, voilà, c'est la vraie formidable transmission, ça change. Et donc j'ai eu la facilité de beaucoup de choses parce que je pense que pour l'intérêt de Saint-Pompon, tout le monde se mobilisait à ce que ça se passe bien. Et l'intérêt général a été conservé, on pourrait dire ça comme ça. Ok. Un dernier mot. Toi, tu as dit ton dernier mot, tu as dit que c'était ta dernière question. J'en aurai une autre après. C'est le terme de transition que vous employez dans votre profession de foi. Est-ce que ça pourrait se présenter comme ça? Ça peut se présenter sans trop de complications et un peu rapidement ici, mais qu'est-ce que vous entendez par transition? À quel sujet je parle de transition? Il ne sait plus ce qu'il Non, mais je pense que tout doit être en transition. Cette transition, nous l'élaborerons ensemble. Alors moi, là, je lis la phrase précédente. Je veux croire que le succès économique est uniquement le résultat d'un projet de société basé sur le développement social et le respect de notre environnement. Cette transition, etc. Alors là, moi, je parle de transition au contraire de l'immédiateté. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout se fait dans l'immédiateté. On fait une réforme, paf, le lendemain, il faut que ce soit appliqué et que, au niveau de la vous fiscalité. incitez sur le trans qui demande qu'on traverse. Voilà, que ça prenne du temps. Non, parce que le mot transition est aujourd'hui un peu aussi à la mode, et là, il va le devenir de plus en plus sans doute. Il y a des villes en transition, il y a des villages en transition en France. Oui, mais il n'y a jamais le but. Enfin, ou alors il y a le but qui est peut-être trop direct. Moi j'aime bien, c'est pas ça, je constate que tout se fait dans l'immédiateté. C'est-à-dire que vous faites une réforme fiscale où, bien sûr, là, il y a de plus en plus de productivité, par exemple, dans les services fiscaux, et donc il y a peut-être plus nécessité d'avoir tant de personnes qui s'occupent des services fiscaux. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on peut transformer tout ça. La réforme du Code du travail en 3 mois. Voilà, ou pour l'agriculture, les pesticides. C'est ce qu'avait répondu d'ailleurs Robert Rue à une question qu'on lui avait posée. Mais pourquoi êtes-vous contre d'abord contre l'arrêt des pesticides dans la culture? Il avait répondu non, mais d'abord je me suis abstenu parce que la loi proposait quelque chose qui était trop rapide pour que les agriculteurs puissent soit réaliser accompagnés, cette transition, voilà, et soit accompagnés dans le. Et probablement pas faisable du coup en même temps. Du coup, donc c'était plutôt du. Et donc voilà l'aspect. Moi, je prône pour un frein à cette immédiateté. J'ai envie que on prenne le temps, qu'on installe les choses, qu'on diagnostique les choses aussi, parce que c'est très important. Qu'on en discute avec les citoyens. Qu'on en discute, qu'on aille au contact, qu'on se rende compte de non, je dis ça parce qu'on a la chance d'avoir la présidente de Tapage derrière la caméra. Et Tapage, c'est un ciné-club de Bergerac qui va bientôt montrer un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend ? Et qui montre essentiellement un petit village alsacien en transition, justement, et qui a fait. Vous savez, agriculture locale. Transition écologique. Voilà, les circuits démocratique. courts, Saint-Pierre de Fougy fait ça. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'exemple de Saint-Pierre de Fougy. Voilà. Il y a aussi. Est-ce que vous avez alors, ça sera ma toute dernière question. Est-ce que vous avez avancé de ce côté-là à Saint-Pompon? Est-ce que vous avez les moyens d'avancer ou à la communauté de communes? Alors, on a arrêté transition écologique. Oui. On a arrêté à Saint-Pompon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté les pesticides et tout traitement
chimiques dans les espaces verts, ça c'est une première chose, mais on a une école aussi. Excusez-moi, mais ça c'était une imposition du conseil départemental, la charte mais on l'a signé quand même il y a 4 ou 5 ans, pas juste là pour... Pas juste pour faire, parce qu'on était obligé. Non, il y a 4 ou 5 ans, on s'était engagé dans la chose. Et après, des choses simples. Moi, j'ai créé une zone d'activité différée. Donc, le seul moyen de préemption pour les communes de notre taille, pour pouvoir envisager de faire une chaudière, peut-être une chaufferie municipale pour chauffer l'école, l'épicerie. Enfin, on a des bâtiments qui sont énergivores au maximum. On a refait l'école, on a augmenté de 90 mètres carrés la surface de l'école, elle fait 300 mètres carrés, quelque chose comme ça. On a réduit de moitié la facture fuel. Voilà, après, c'est petit à petit que les choses se font. C'est pas du jour au lendemain qu'on va monter une chaufferie, c'est un projet qui se monte, c'est avoir aussi des bâtiments qui vont bien avec, parce que chauffer des bâtiments énergivores, ça sert à rien. Enfin, d'accord. Et on avait dit que c'était la toute dernière. Non, mais c'est la même. Non, mais c'est la même parce que là, on vient de parler de transition écologique. Il y a aussi la transition politique, si on peut dire, c'est-à-dire l'effort de cette putain de démocratie participative, collaborative, etc. Je pense cette fois-ci à Saillant, dans la Drôme, où la mairie aussi fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Est-ce que Saint-Pompon, vous avez une... Alors vous me direz que vous êtes peu nombreux, que la collaboration et la participation sont peut-être évidentes, mais... La première chose, c'est déjà la communication et la pédagogie envers les habitants. Alors je fais rien d'exceptionnel pour tout vous dire, mais je fais déjà une réunion publique par an sur le bilan. Le bilan, c'est pas qu'un bilan d'ailleurs, c'est sur bilan et échange. Voilà, un échange en général. Moi j'ai 3/4 d'heure d'exposé sur les différents thèmes et actions qui sont en cours, et c'est l'occasion de poser des questions, etc. On a 40 personnes à ces réunions, ce qui est assez bien pour un village de 440, et c'est un petit rendez-vous auquel les gens s'attachent. Et après, c'est de la présence sur le terrain, et c'est casser les on-dit, ne pas laisser monter c'est communiquer dans les journaux, c'est utiliser la presse pour expliquer. Il faut que les gens soient au fait de ce qui se passe chez eux, quoi. Je pense qu'à partir de là, ça les incite à venir à la mairie. J'y suis le lundi matin, le mardi matin, le vendredi matin, ils viennent à la mairie. Ils demandent à me rencontrer, enfin voilà, après on est aussi dans 440 habitants. Donc et les Sarladé fait bien son boulot. Oui, si vous transmettez l'info. Et donc pour conclure, comme on dit, et là en fait on est vraiment très proche, parce que c'est exactement ce dont je voulais parler, la transition politique et démocratique, le tirage au sort, c'est-à-dire que tu as parlé de Saillant, c'est un tirage au sort, vous avez parlé du tirage au sort tout à l'heure, le maire a été tiré au sort parmi la liste. Vous avez parlé du tirage au sort pour les députés. Est-ce que votre expérience de citoyen hors parti à Saint-Pompon pourrait aller jusqu'à préconiser éventuellement du tirage au sort pour les municipalités, pour les élections municipales? Est-ce que vous pensez que ça serait pas mal, ça, ou pas? Je sais pas. Bonne réponse. Non, mais il faudrait l'expérimenter pour voir le résultat. À Saillant, par exemple, il y a eu un double truc, parce qu'il y a eu la liste, mais après le maire a été tiré au sort. Il n'y a pas eu d'élection. Oui, le maire, après l'élection. Oui, mais voilà, donc non, ça vous savez... Je pense, moi, mais je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais je vais quand même la dire. Je pense qu'il faut avoir l'âme d'un cheval de bataille pour marcher devant, un petit peu. Alors... Même si on soutient la personne qui est tirée au sort en lui disant comment ça fonctionne, en forme... Oui, après ça dépend des personnalités. Hein. Mais moi je sais que j'ai pas une personnalité forte, je suis pas vous voyez, le gros bourrin qui rentre dedans. Mais je pense que j'arrive quand même à mettre des idées un petit peu folles sur le tapis qui permettent pas d'aller forcément jusqu'à cette folie, mais en tout cas, et des gens qui auraient peut-être trop de pudeur n'y arriveraient pas. D'accord. D'accord. Ok. Donc, je sais pas si l'humain fait qu'on soit fait suffisamment uniformément pour qu'on puisse tirer au sort les choses. Je pense que c'est aussi une question de volonté personnelle de la personne qui... Voilà.
Mais bon, je sais pas. Enfin, après, il faudrait le tester parce que. Ça a été testé dans plein de pays, ça fonctionne assez bien, mais il y a un accompagnement derrière. Technique, évidemment. Ouais. Après, moi, je suis pas du tout le même qu'en 2008, quand j'ai été élu maire. Enfin, je veux dire, ça vous forge aussi une personnalité, une obligation de pouvoir s'exprimer devant les gens, etc. Bon, c'est. Bon, voilà, ben, merci beaucoup, bon courage pour votre campagne. Vous voulez ajouter un truc ou bien Non. Écoutez, je pense tout avoir dit. Merci encore d'avoir fait signe. On reste au courant parce Moi, je trouve que ça serait intéressant qu'il vienne régulièrement raconter. Oui, mais le pauvre, il fait ce qu'il peut. Tu as vu, il a toutes les circonscriptions à se faire. C'est intéressant de suivre quelqu'un qui démarre sa campagne, enfin pour les législatives. T'en fais pas, on l'invitera au mois de mars ou d'avril. Et dans 30 ans, quand il va cumuler les mandats, qu'il sera sénateur, maire. Non, parce que j'ai pas l'ambition de. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis, c'est hors circonscription Bergeracoise, mais ça nous intéresse beaucoup quand même. Voilà. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.